Bonjour, alors aujourd'hui on va voir le lemme d'Artine. Le lemme d'Artine, c'est le terrier du lapin qui va nous amener vers le monde des merveilles de la théorie de Galois. Mais bon, sous cette forme, il peut bien se placer dans des leçons comme développement, style le rang, sur le rang d'une matrice, système linéaire, dimension, etc., etc. Et évidemment, extension de corps, voilà, quoi, tout ce qui est sur les corps, pas sur les corps finis, mais sur les corps en général. Donc on va voir ce lemme d'Artine, voir que finalement la preuve est pas très difficile, mais très astucieuse quand même. Alors, avant le lemme d'Artine, il y a ce qu'on appelle communément le lemme de Dedekind, qui dit que si L et L' sont deux corps et les sigma i de 1 à n des morphismes de corps 2 à 2 distincts, alors il convient de rappeler que, évidemment, les morphismes de corps ne forment pas un espace vectoriel, mais ils sont indépendants dans la structure de L' espace vectoriel des fonctions de L vers L', par exemple. Voilà. Alors, la preuve est vraiment simple, astucieuse. On va supposer qu'il existe des lambda i non tous nuls, tels que quel que soit x dans L, ben, la somme des lambda i, sigma i de x, ça fait 0. Voilà. Bon, et on va faire une récurrence sur n. Si n égale 1, eh ben c'est bon, sigma 1 est non nul. Maintenant, si n est strictement supérieur à 1, donc on fait une récurrence maintenant, mais avec n strictement supérieur à 1, et on va se ramener au cas plus petit que n, récurrence forte si vous voulez. On va avoir maintenant deux éléments distincts puisque n est strictement supérieur à 1, sigma 1 et sigma n, et comme ils sont distincts, ben il existe un z dans L tel que sigma 1 de z est différent de sigma n de z. Donc cette égalité-là, d'une part, je l'applique à zx, je remplace x par zx, et avec la propriété de morphisme de corps, je vais avoir ceci. Et je vais aussi, indépendamment, la multiplier par sigma n de z. Donc je vais avoir ceci. Ce qui va faire que quand je vais soustraire, eh bien je vais avoir élimination ici du nème terme, et je vais avoir une plus petite relation linéaire entre les sigma i, et elle est non nulle, parce que justement, ici, on va avoir lambda 1. Alors, bon, évidemment, je vais supposer, ici, on peut toujours supposer que lambda 1 est non nul. On fait la suite, quitte à permuter les sigma i. Donc lambda 1 est non nul, et je vais avoir comme coefficient lambda 1 facteur de sigma 1 de z moins sigma n de z, qui est non nul, et ça va me permettre d'appliquer ma récurrence. Voilà, donc le lemme de Dedekind, il est simple. Le lemme d'Artine, maintenant, dit que si h est égal à sigma 1 jusqu'à sigma n, et h est un sous-groupe d'automorphisme de L, on pose qu'à l'ensemble des h invariants de L, donc il s'agit des éléments x de L tels que sigma i de x est égal à x quel que soit i, voilà. Et il se trouve que K est un corps, bon ça c'est assez évident, et on va avoir la dimension de L sur K qui est égale exactement à n, c'est-à-dire à l'ordre de h. Alors dans un premier temps, on va démontrer supérieur ou égal, dans un deuxième temps inférieur ou égal, et vous allez voir que le supérieur ou égal n'utilise pas la structure de groupe de H, en revanche le inférieur ou égal l'utilise. Alors, supérieur ou égal, supposons que ce soit strictement plus petit que n, donc ce serait de dimension finie, et je pourrais avoir une K base de L. Bon, je choisis une K base EJ de L, et sigma i de EJ, ben, j'en fais une matrice NM, d'accord. Voilà, les sigma i arrivent en ligne comme ça, et les EJ là en colonne, et j'appelle grand M cette matrice, elle est à coefficient bien sûr dans L. Les lignes de M, j'affirme qu'elles sont indépendantes. Alors pourquoi elles sont indépendantes? Ben, ça va venir du lemme de Dedekind évidemment.
Si je choisis lambda i non tous nuls, tel que si je dois choisir une relation de dépendance entre les lignes, ça veut dire que quel que soit j, je vais avoir cette somme-là qui va être nulle, la somme des lambda i, sigma i de ej, pour i allant de 1 à n, alors je vais montrer que je vais obtenir quelque chose comme ceci, donc une contradiction. Pourquoi? Parce que si je prends x quelconque dans n, il s'exprime en fonction des ej comme combinaison linéaire, mais comme c'est sur k, d'accord, ça c'est important, d'accord, c'est une k base, les xj, x est égal à la somme de xj ej avec xj dans k, ce qui va faire que sigma i de x, c'est somme de xj sigma i de ej. D'accord, le xj, il est invariant par les sigma i, et donc il sort de sigma, il s'échappe. Ici. Donc ça veut dire maintenant que si je prends pour tout j cette relation linéaire, que je la multiplie pour tout j par x indice j, eh bien je vais pouvoir rentrer le xj à l'intérieur, et je vais avoir que somme de lambda i sigma i de x est égale à 0. Et donc ça, on a pris x quelconque, et là c'est une absurdité, parce que les lambda i ne sont pas tous nuls, or c'est en contradiction avec le lemme de Dedekind. Ce qui est absurde, parce que si m, petit m, était strictement plus petit que n, le rang de m serait strictement plus petit que n, et on ne pourrait pas avoir n lignes indépendantes, évidemment. Voilà, donc ça c'est déjà un premier temps. Deuxième temps, l'inégalité dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va montrer que ceci est plus petit que n. Ce qu'il faut montrer, c'est que à chaque fois que vous avez n plus 1 vecteurs dans L, eh bien, ils sont liés sur K. Il y a une relation de dépendance sur K. Et on va partir de n plus 1 vecteurs et on va construire une relation de dépendance. Donc pour ça, voici la matrice n égale sigma i moins 1 de ej. Alors j va de 1 à n plus 1 et i toujours de 1 à n. Bon, j'ai mis le moins 1, c'est une petite coquetterie. Si on ne veut pas ne pas le mettre, c'est pas grave. J'affirme évidemment que les n plus 1 colonnes sont liées, parce que ce sont n plus 1 vecteurs dans un espace de dimension n, bien sûr. Donc il y a une relation de liaison, il y a trop de colonnes par rapport à ce qu'il y a de lignes, et on va avoir une relation de liaison non nulle, c'est-à-dire que les lambda j sont non tous nuls. Et on va avoir cette relation de liaison, et cette relation de liaison, là, cette fois-ci, est valable quel que soit i. D'accord ? Une somme de j égale 1 à n plus 1. J'applique maintenant sigma i à cette relation de liaison, qui était pour i, et donc je vais avoir les relations somme de j égale 1 à n plus 1 de sigma i de lambda j, ej, bien sûr, égale 0. Et ça, pour tout i. Donc maintenant, je vais bêtement faire la somme de toutes ces égalités et je vais récupérer les termes en ej. Qu'est-ce que c'est le terme en ej? Ça va être la somme des sigma i de lambda j. Et la somme des sigma i de lambda j, j'appelle ça la trace. Donc, bon, ça s'appelle la trace, c'est pas moi qui l'appelle la trace, évidemment. Donc, c'est trace de lambda j. Mais qu'est-ce que c'est trace de lambda j? Regardez, trace de x, c'est la somme des sigma i de x. Quand vous prenez un sigma dans H, c'est forcément un sigma j, d'accord? Et quand vous allez appliquer sigma j à trace de x, vous voyez que, étant donné que tout le groupe est ici et qu'on a fait la somme sur tous les éléments du groupe, eh bien, on ne fait qu'une translation, donc une bijection de H dans H, et la somme, ici, va rester la même. Donc, trace de x est invariant par H. Donc il est dans K. Voilà. C'est pour ça que ici, je vous disais, H, on va se servir dans cette inégalité que c'est un groupe, alors qu'ici, non. Voilà. Donc on a une relation de liaison. Alors attention, c'est somme de traces de lambda j, ej égale 0. Donc on voit bien que les ej sont K liés, sauf, et là, on a un petit acquis de conscience, c'est qu'on va se dire, oui, mais est-ce que ce n'est pas une relation de liaison triviale, et donc pas une relation de liaison? Qu'est-ce qui se passerait s'il est
si toutes les traces de lambda j étaient nulles. Ah, on serait embêté. Donc, on n'est plus bien loin. Il se trouve que la trace, ça va être une application, on vient de le dire, de L vers K, qui est d'ailleurs, vous pouvez vérifier, K linéaire, mais bon, ça c'est pas grave. Mais elle est surtout non nulle. Pourquoi? Parce que si la trace était une application nulle, eh bien, ce serait contraire au lemme de Dedekind qui dit que ceci est libre. Donc, on est sûr qu'il existe un Z tel que trace de Z est différente de 0. Maintenant, de la relation de liaison ici, je sais qu'il existe un J tel que lambda J est différent de 0. Donc, je vais faire Z lambda J moins 1. Je vais multiplier cette relation par Z lambda J moins 1, de sorte à être sûr qu'en J, j'aurai un Z ici. Et donc, quand j'aurai ma formule de trace, eh bien ici, j'aurai trace de Z. Donc, je suis sûr d'avoir une relation non triviale en modifiant les lambda J et en multipliant par ce nombre-là. Voilà. Et maintenant, on a trouvé notre relation et on a obtenu l'inégalité inverse et le lemme d'Artin. Maintenant, on va voir comment le lemme d'Artin peut nous aider à obtenir un début de correspondance de Galois. Donc finalement, le lemme d'Artin disait que si on a un sous-groupe fini de haute de L, alors le degré de L sur le corps d'invariant de H invariant de L est égal exactement à l'ordre de H. Voilà. Et maintenant, comme corollaire, on va montrer que si H est un sous-groupe fini de haute de L, et si G c'est les automorphismes de L qui laissent fixe LH, d'accord, et qu'on a fait un espèce d'aller-retour, c'est-à-dire c'est l'ensemble des sigma de haute de L tel que sigma de x est égal à x, quel que soit x dans LH, d'accord, alors G égale H. Alors d'abord, ça c'est important, parce que ça veut dire que à partir du moment où j'ai un sous-groupe H fini de haute de L, je peux lui associer un corps, LH, qui est un sous-corps de L, et maintenant, comment je fais pour récupérer, à partir de ce corps que je vais appeler K maintenant, comment je fais pour récupérer H? Eh bien, simplement, je vais regarder les automorphismes de L qui laissent fixe K. Donc déjà, on n'a pas tout à fait une bijection, mais au moins, on en a une amorce, d'accord? Une bijection qu'on appelle correspondance de Galois. Bien, alors ça c'était les motivations, maintenant allons-y pour la preuve. Donc d'abord, il est évident que H est inclus dans G. Ben oui, parce que si je prends sigma dans H, eh bien forcément c'est un automorphisme de L. Pour qu'il soit dans G, il suffit qu'il fixe les éléments de LH. Mais oui, puisque les éléments de H, de LH, c'est ceux qui sont fixés par H. Donc forcément, comme sigma est dans H, il fixe LH. Donc là, ça c'est l'inclusion évidente. Bien, donc H est inclus dans G. Alors maintenant, on va montrer que LH est inclus dans LG. Ben oui, parce que si vous prenez X dans LH, ben c'est une tautologie. Sigma, il faut montrer qu'il est, s'il est H invariant, alors il est G invariant. Ben oui, c'est une tautologie, parce que sigma, c'est dans G, c'est justement l'ensemble des automorphismes qui laissent fixe les éléments de LH. Donc là, c'est encore plus facile. Donc ici, vous avez cette tautologie. Et donc, regardez, vous avez LH qui est inclus dans LG, qui est inclus dans L, ce qui veut dire que le degré de l'extension ici de L sur LG est plus petit que le degré de l'extension de L sur LH. Mais d'après le lemme d'Artin, ça c'est le cardinal de G et ça c'est le cardinal de H. Donc G est le cardinal plus petit ici. Or, on avait cette inclusion, donc on a G égale H. Et voilà, c'était le lemme d'Artin et évidemment l'invitation à la théorie de Galois. Tout en faisant un petit développement sympathique qui peut se placer brillamment dans certaines leçons.